Eh bien, nous voici, comme Valérie Larbaud et Léon Paul Fargue, au retour d'une visite aux parents de Henri Jean-Marie Levet, dans la Loire, en voiture, qui parlent de leur ami et décident que leur conversation servira de préface à une édition de ses poèmes posthumes. Ils l'ont même décidé 10 ans après, car leur conversation préface a été publiée en 1921 et le trajet en voiture date de 1911. Nous n'aurons qu'à faire semblant de revenir du cimetière Montmartre où est enterré Stendhal. Sommes-nous en taxi, au restaurant? Je ne suis pas très tombe. Il faut que je m'ennuie, que je m'asphyxie d'ennui, c'est-à-dire que je sois en famille et dans un endroit sans librairie, pour avoir ce besoin vital d'aller respirer quelque chose de littéraire, et il n'y a plus que ça. Voici des années à Cannes, fuyant des obligations, je suis allé visiter la tombe de Mérimée. Il est près d'un fils de la reine Victoria et de Martine Carroll, un Anglais, une actrice, c'est bien Cannes. Toulet, que j'aime beaucoup, je suis allé 2 fois à Guétari sur sa tombe, bien rongée, bien rouillée, entre 2 arbres, on aperçoit l'océan en contrebas. Le funèbre n'était pas le genre de Stendhal. Il détestait Chateaubriand pour ça aussi, sans doute. Si on en trouve chez lui, c'est par esprit de moquerie de l'institution, comme dans Le Rouge et le Noir. Au cimetière du Père-Lachaise, un monsieur fort obligeant et encore plus libéral dans ses propos s'offrit pour indiquer à Julien le tombeau du maréchal Ney qu'une politique savante prive de l'honneur d'une épitaphe. Mais en se séparant de ce libéral, qui, les larmes aux yeux, le serrait presque dans ses bras, Julien n'avait plus de montre. Étonnons-nous que l'institution ne lui ait pas permis de faire une grande carrière, et dans ses demi-ambassades, quart de représentation, il écrivait des débuts de livres. Des débuts, oui, mais qui disent déjà tout. Quelle vanité de mener à terme une œuvre. Le lecteur veut un ouvrage fini, sinon il se sent floué. Mes fins de romans sont toujours ratées, se dit Stendhal. Le Rouge, la Chartreuse, je les rate exprès, ces fins. Est-ce qu'une histoire a une fin? Je suis un écrivain, pas un raccommodeur de chaises. Un bon roman doit être bancal. Je ne suis même pas un écrivain d'ailleurs, pas un type à carrière. Une idée me passe par la tête et hop, à vous de la compléter. N'y aurait-il pas eu quelque chose de ridicule à développer l'histoire de Don Pardo? Le début qui en reste est peut-être ce que j'ai fait de mieux. Que je l'aime, ce gamin pauvre, qui vole de la viande aux étals de boucherie. Mais, à raconter tout au long son histoire, j'aurais donné dans le roman réaliste, dans la tranche de vie. Je serais devenu le Maxime Gorky, le Jack London français. Quelle tête ils auraient faite, les écrivaillons de mes hussards, qui ont essayé de m'annexer. Et les professeurs d'université, qui eux aussi m'ont classé à droite. Rien que pour assister à leur déconfiture, cela eût valu le coup de me faire l'explorateur des bas-fonds. Mais non, je garde le secret sur mes goûts, personne ne parviendra à déchiffrer ma doctrine. C'est le seul coup d'État réussi par la droite depuis Napoléon III, la prise de Stendhal. Lui, un des rares écrivains de gauche authentiques de la littérature française, qui a applaudi la mort de Louis XVI toute sa vie, qui a écrit l'extraordinaire scène de complot ultra dans Le Rouge et le Noir. Dans ses romans inachevés, comme dans les autres, il y a l'imposture et l'hypocrisie. L'hypocrisie est celle nécessaire de jeunes gens brillants qui doivent cacher leur brio s'ils veulent réussir. L'imposture, celle des incompétents pompeux. Ils sont souvent mariés à des femmes malheureuses. Qui commence à écrire dans une famille où il n'y a pas d'écrivain veut en rencontrer. On lit Honoré de Balzac, on lit Émile Zola, on lit Marcel Proust. D'autres, ils sont merveilleux mais ils sont morts, ce qui ne serait rien s'ils n'étaient pas impressionnants. Ils provoquent l'admiration dans le sens le plus religieux du terme. On tourne autour d'eux comme s'ils étaient des statues au cou desquelles un écriteau ne pas touché serait accroché. Stendhal fait exception. Il n'effraie pas, il rassure. L'intimité ou la connivence qu'il instaure est si frappante que Paul Valéry y consacre la moitié de son chapitre dédié à l'auteur de la Chartreuse de Parme dans les Variétés. Cette phrase pourrait en être le résumé. Son œuvre est pleine de mots qui visent la salle. Ses préfaces parlent au public devant le rideau, clignent de l'œil, font au lecteur des signes d'intelligence. Je vois dans ses romans inachevés une autre explication de sa proximité avec qui essaye d'écrire à 25 ans. Ils sont inachevés. Or, terminer un livre est la plus grande difficulté. Il a l'air d'être soumis aux mêmes obstacles. Il partage notre peine. Ça ne l'a pas empêché de conclure Le Rouge et le Noir, et nous sommes rassurés. Un inachevé de Stendhal vaut l'achevé d'un mauvais écrivain. Ce qu'il y a de mieux chez Stendhal, c'est qu'il ne se donne jamais l'air d'être un écrivain. Il fait des lignes d'écriture, sans prendre la pause comme tous les autres, et pas seulement Chateaubriand ou Flaubert. Schubert, ainsi, faisait de la musique, par passe-temps. Je commence, j'en ai marre, j'abandonne. Stendhal écrivait sans se soucier d'un public, le public qui n'est content qu'avec une histoire bien ficelée.
Et puis sa façon d'être comme un enfant espiègle derrière un rideau. On l'aperçoit tout le temps, dans une position sociale. Ce n'est pas que lui-même cherchât à humilier les autres, mais il ne pensait pas aux autres. C'est un genre d'insolence que la société française ne pardonne pas. Une position sociale, le plus long de ses romans inachevés, aurait été son roman Romain, le pendant romain de Lucien Leven. En même temps, son roman le plus autobiographique, celui de son expérience de diplomate à Rome. Et pour une fois, on regrette l'inachèvement. Elle date de quand, ces 40 pages? 1832, il y est un peu revenu en 33 et en 34, où il envisage de les intégrer au Lucien Leven, puis les abandonne. 1832, c'est l'année des souvenirs d'égotisme, inachevé aussi. Il réussissait même ses inachevés, cet homme. Son génie consiste à donner un air d'inachevé à l'achevé. Le rouge et le noir évitent cet air artisanal et méritant propre à tant de chefs-d'œuvre. Arrivant du café, Stendhal ouvre la porte, se met à genoux devant le mannequin avec 2 aiguilles dans la bouche, noue 2 bouts de tissu et l'envoie défiler, triomphe de fraîcheur. Les acheveurs, les appliqués, les laborieux, les finissants ont l'air des peintures gothiques où les plis sont raides. Secret de Stendhal, donner à tout l'air de l'inachevé. Il se moque de ce qui pose. Feder est enchanteur dans ce sens, avec le mauvais portrait peint par Feder qui a du succès. Ce portrait d'une ressemblance hideuse fit l'admiration de toutes les boutiques environnantes. Cette ressemblance hideuse est un délice.